L'Ukraine vient encore d'humilier la Russie. Le Kremlin pensait avoir construit des bunkers en béton impénétrable pour protéger ses avions en Crimée. Mais les drones ukrainiens ont fissuré ces coques de béton comme de simples boîtes de conserve, endommageant plusieurs cibles de grande valeur au passage. C'est simplement le dernier exemple d'une longue série, en constante expansion, de frappes ukrainiennes réussies contre des bases, du matériel et des infrastructures russes, prouvant une fois de plus que l'Ukraine est plus que capable de prendre ses ennemis par surprise et de les frapper là où ça fait le plus mal. L'incident s'est produit dans la nuit du 3 août, sur la base aérienne de Sarki, en Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014 et est occupée depuis lors. Le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, a envoyé un essaim de drones vers Sarki, qui se trouve sur la côte ouest de la Crimée. Leur cible comprenait des bombardiers et des avions de chasse stationnés sur la base, et la frappe a été un grand succès. Le service de sécurité d'Ukraine a publié un rapport détaillé sur son site officiel. Cette nuit, des drones du commandement central des opérations A, du service de sécurité d'Ukraine, ont visité l'aérodrome militaire de Sarki, en Crimée temporairement occupée. C'est une base aérienne russe clé pour les opérations en mer Noire. La frappe a complètement détruit un avion Su-30SM, en a endommagé un autre, et a touché 3 avions Su-24. Pour être plus précis, le Sukhoi Su-30SM est l'un des avions de chasse les plus polyvalents de la Russie, tandis que le Su-24 est un bombardier tactique, développé à l'époque de l'Union soviétique, avec la capacité de larguer des ogives lourdes et destructrices sur les villes et les bases militaires ukrainiennes. En éliminant ces cibles, l'Ukraine a porté un coup sérieux aux capacités aériennes de la Russie, en particulier dans la région de Crimée. Les dégâts représentent également un coût financier important pour la Russie, comme le souligne le rapport du service de sécurité d'Ukraine qui poursuit. L'ennemi a subi des pertes importantes. Après tout, un seul avion, Su-30SM, peut coûter en moyenne entre 35 et 50 millions de dollars. À la suite d'une opération spéciale menée par le commandement opérationnel central A du service de sécurité d'Ukraine, un dépôt d'armes aériennes a également été touché sur l'aérodrome. La réussite de l'opération spéciale du service de sécurité d'Ukraine à Sarki est une nouvelle étape vers l'affaiblissement de la capacité de l'ennemi à mener une guerre d'agression contre l'Ukraine. Les occupants doivent se rappeler qu'ils ne seront jamais en sécurité sur notre terre. Maintenant, la partie la plus embarrassante de toute cette histoire du point de vue russe, c'est que le Kremlin venait tout juste de partir. Terminé. Le Kremlin construisait une série de ce qu'il pensait être des bunkers en béton super solides et impénétrables sur la base aérienne de Sarki. 12 de ces bunkers avaient été construits, comme l'a révélé l'ancien officier de l'armée ukrainienne et analyste en renseignement open source actuel, Tatarigami Ukraine sur X. Tatarigami est le fondateur du groupe d'analyse Frontelligence Insight. Et il a récemment publié un fil rempli d'images satellites en source ouverte, révélant les conséquences de l'incroyable frappe de l'opération Spiderweb de l'Ukraine du 1er juin. Dans l'un de ses messages, il a expliqué que la Russie avait décidé de construire au moins une douzaine d'abris renforcés pour stocker des avions de chasse, de gros drones et d'autres aéronefs. À la base aérienne de Sarki, en Crimée, les forces russes semblent avoir terminé au moins 12 structures de type bunker en béton, des abris désormais activement utilisés par l'armée de l'air russe. À l'intérieur de ces abris renforcés, nous avons identifié à la fois des avions de chasse et de plus gros drones, y compris l'Orion. Il semble que cela fasse partie d'une stratégie russe plus large visant à renforcer la défense de ces aérodromes contre de futures frappes de drones ukrainiens. Comme l'a également noté Tatarigami, des renforcements similaires ont été observés sur la base aérienne de Kalino, dans la région de Koursk en Russie. Sur la base aérienne de Kalino, précédemment ciblée par les forces ukrainiennes, les troupes russes semblent avoir complètement ou presque terminé. Environ 10 abris, renforcés, recouverts de terre, 12 abris en béton sans couverture et 8 structures de type hangar positionnées sur les aires de stationnement. Il est clair que le Kremlin craint une nouvelle attaque de type toile d'araignée et veut limiter les dégâts que l'Ukraine peut infliger. Mais si l'on en croit ces récents rapports, les bunkers en béton de la Russie ne sont tout simplement pas assez efficaces. Ils ne posent aucun problème aux drones du service de sécurité d'Ukraine, qui ont facilement réussi à percer les défenses ennemies et à infliger de sérieux dégâts à leurs appareils, laissant la Russie avec une autre grosse facture de réparation, et son président, Vladimir Poutine, avec un sérieux mal de tête, car ses forces armées semblent totalement incapables de protéger leurs équipements les plus importants. Dans l'ensemble, la récente frappe de Sarki signifie que les drones ukrainiens ont désormais détruit ou endommagé plus de 40 avions russes depuis l'opération Toile d'araignée le 1er juin,
y compris les frappes de Sarki des 3 et 4 août. Cela fait de cette période récente l'une des plus dévastatrices pour les forces aériennes russes depuis le début de la guerre. Et selon les chiffres du groupe d'analystes, en renseignement open source Oryx, le pays a perdu plus de 162 avions, y compris des chasseurs et des bombardiers, ainsi que 157 hélicoptères. Cela montre à quel point la stratégie de l'Ukraine a été efficace pour cibler les moyens de frappe en profondeur de la Russie. Affaiblir la capacité de l'ennemi à lancer des missiles et à larguer des bombes le long des lignes de front, ou vers les villes, cités et infrastructures importantes ukrainiennes, c'est avant tout compliquer la vie de la Russie et sauver des vies ukrainiennes par la même occasion. Et il est généralement beaucoup plus efficace de neutraliser les bombardiers et les avions de chasse lorsqu'ils sont simplement stationnés au sol, plutôt que d'essayer de les abattre en plein vol. En effet, l'Ukraine a eu du mal, au premier stade de la guerre, à faire face aux forces aériennes russes, alors qu'elle tentait de les intercepter dans les airs. Cependant, au fur et à mesure que la guerre a progressé, les forces ukrainiennes se sont révélées incroyablement adaptables, capables d'ajuster et de réécrire leurs tactiques pour s'adapter aux conditions du champ de bataille. Alors que la Russie a souvent fait preuve d'entêtement en persistant à utiliser sans cesse les mêmes stratégies inefficaces, l'Ukraine, elle, s'est montrée innovante, ingénieuse et intelligente. Ses commandants ont compris qu'ils devaient adapter leur approche pour faire face aux avions russes, et ils se sont donc mis au travail. Ils ont planifié des attaques, comme l'opération Toile d'araignée, qui s'est avérée être l'un des plus grands succès de la guerre jusqu'à présent. Elle a eu lieu le 1er juin après des mois de planification minutieuse et secrète. Un grand nombre de drones ont été discrètement introduits à bord de camions longue distance, qui ont ensuite parcouru des centaines de kilomètres à travers la Russie pour prendre position à côté de 5 bases aériennes importantes. Puis, lorsque le moment était venu, les drones sont sortis de leur cachette, prenant leur envol pour faire pleuvoir le feu sur les actifs russes. Ils ont utilisé le réseau de téléphonie mobile russe pour communiquer avec les opérateurs ukrainiens, frappant rapidement et efficacement des bombardiers et d'autres avions sur les bases aériennes de Diaghilevo, Ivanovo, Olenia et Belaya, cette dernière se trouvant à environ 2700 miles de la frontière ukrainienne. L'attaque a complètement pris le Kremlin par surprise et a provoqué une onde de choc dans le monde entier. C'était une opération extraordinaire, une victoire inestimable pour les forces armées ukrainiennes et une humiliation totale pour les services de renseignement russes. L'opération Toile d'araignée a également laissé à la Russie des milliards de dollars de dégâts à gérer. Un premier rapport suggérait qu'environ 40 avions de guerre avaient été touchés au total, certains seulement endommagés, mais d'autres complètement détruits. Depuis, une analyse approfondie des images satellites en source ouverte a révélé que le total réel pourrait avoir été inférieur à ses premières estimations, avec au moins 13 pertes confirmées, dont 8 bombardiers Tupolev, 295 4 bombardiers, Tupolev 22M, un avion radar Beriev, A-50 et un avion de transport. Parmi ceux-ci, les Tupolev 95 et les 222M sont les cibles les plus grandes et les plus importantes. Avec les Tupolev 2, 1160, ils constituent une grande partie des principales plateformes de la Russie pour lancer des missiles de croisière à longue portée sur les villes ukrainiennes. Les mêmes missiles qui ont causé d'énormes pertes et la destruction de nombreuses infrastructures civiles, y compris des hôpitaux, des habitations, des sous-stations électriques, des nœuds ferroviaires, des centrales électriques, des barrages, des entrepôts, des hôtels, des stations-service et des écoles. En neutralisant des plateformes de lancement de missiles précieuses comme les 2 bombardiers 22M, l'Ukraine peut réduire considérablement la capacité de la Russie à lancer des missiles contre les villes ukrainiennes et à tuer des civils, comme l'a souligné l'ancien général de l'armée américaine Ben Hodges. Plus tard, en juin, le 27 pour être précis, le service de sécurité d'Ukraine a lancé une autre frappe de drone à longue portée extrêmement réussie, cette fois en visant l'aérodrome russe de Kirovsk à environ 210 km des lignes de front du sud de l'Ukraine. Encore une fois, le service de sécurité d'Ukraine a rédigé un rapport détaillant ce qu'il a qualifié de nouveaux coups douloureux portés aux occupants. Le service de sécurité de l'Ukraine a porté un nouveau coup douloureux aux occupants. Cette fois, dans la nuit du 27 au 28 juin, des drones du service spécial ukrainien ont attaqué l'aérodrome militaire de Kirovsk, en Crimée temporairement occupée. Des dégâts par le feu ont été infligés aux emplacements de la composante aérienne, des systèmes de défense aérienne, des dépôts de munitions, ainsi qu'aux drones de reconnaissance et d'attaque de l'ennemi. Les données disponibles indiquent la destruction d'hélicoptères polyvalents et d'attaques Mi-8, Mi-26
et Mi-28, ainsi que du complexe automoteur de missiles et de canons anti-aériens, Pantsir S-1. Au cours de la nuit, une détonation secondaire s'est produite sur l'aérodrome ennemi. Le service de sécurité d'Ukraine travaille systématiquement à réduire les capacités de la Fédération de Russie, à effectuer des frappes aériennes et des bombardements sur le territoire de l'Ukraine. Les occupants doivent comprendre que leur matériel militaire coûteux et leurs munitions ne sont protégées nulle part, ni sur la ligne de front, ni dans les territoires temporairement occupés, ni à l'arrière profond de l'ennemi. Cette même nuit, le service de sécurité d'Ukraine et le commandement des opérations spéciales d'Ukraine, le commandement des opérations spéciales ont également célébré une deuxième attaque réussie, cette fois-ci sur la base aérienne de Marinovka dans la région de Volgorod, en Russie. Spéciale. À environ 440 km des lignes de front, 5 avions de chasse bombardiers Sukhoi Su-34 ont été confirmés comme endommagés lors de l'attaque, dont 3 pratiquement complètement détruits. Comme révélé dans une publication Telegram sur la chaîne Astra News, 5 chasseurs Su-34 ont été endommagés lors d'une attaque de drone sur un aérodrome militaire dans la région de Volgorad le 27 juin. Des sources d'Astra ont confirmé l'attaque de drone sur l'aérodrome de Marinovka le 27 juin. En conséquence, 5 avions Su-34 ont été endommagés. 3 chasseurs ont complètement brûlé. 2 autres, partiellement. De plus, un militaire a été blessé. De plus, selon des sources, des drones ont tenté de frapper la station de distribution de gaz Gazprom Transgaz cette nuit-là. Le service de sécurité d'Ukraine a rapporté une attaque contre l'aérodrome de Marinovka. Selon l'agence, des drones ont détruit 2 avions Su-34 et en ont endommagé 2 autres. Ils ont également signalé un incendie dans la partie technique et opérationnelle de l'aérodrome ennemi. La confirmation de l'attaque et des images satellites ont été publiées par le projet ukrainien Kyber Borochnov. Tout comme les Tupolev 95 et les 222M détruits lors de l'opération Toile d'araignée. Les Su-34 sont des éléments essentiels de l'armée de l'air russe. Selon Euromaidan Press, il en resterait environ 150 l'Ukraine en ayant détruit au moins 37 depuis le début de la guerre. Ils sont utilisés pour larguer des bombes planantes à ailettes sur des cibles ukrainiennes. Ces bombes peuvent en peser plus de 900 kg et ont une portée allant jusqu'à 65 km. Ce sont parmi les explosifs les plus meurtriers et destructeurs de l'arsenal russe. L'Ukraine peut les brouiller, grâce à des systèmes de guerre électroniques. Mais avec des milliers de ces bombes larguées chaque mois, certaines parviennent inévitablement à contourner les défenses ukrainiennes et à atteindre leurs cibles. Tout récemment, par exemple, le 22 juillet, la Russie a frappé le centre de Kharkiv avec des bombes guidées. Elle a visé des zones résidentielles de la ville, faisant plus de 20 blessés civils selon le maire de la ville, Igor Terekov, qui a déclaré « Il y a d'importants dégâts. Un poste de transformation a été détruit. Une entreprise de l'industrie légère, en l'occurrence une usine de confection, a été démolie. De nombreuses fenêtres sont brisées et les toits sont arrachés. Une bombe a frappé un immeuble de grande hauteur et des habitants seraient coincés sous les décombres selon les informations. Une autre a touché une entreprise civile, déclenchant un incendie qui s'est rapidement propagé à plus d'une douzaine de véhicules environnants. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres du chaos causé par les bombardements en Ukraine. Et c'est pourquoi il est si important pour l'Ukraine d'abattre les avions, que la Russie utilise pour larguer ses bombes. De cette façon, peu importe combien de bombes ils possèdent, car ils n'auront aucun moyen de les utiliser réellement. Cela signifie moins d'attaques, moins de victimes pour l'Ukraine, et plus de problèmes à résoudre pour la Russie. Tout comme l'opération Toile d'araignée, les attaques du 27 juin ont pris la Russie par surprise et ont laissé Poutine et sa cohorte du Kremlin se gratter la tête en se demandant ce qui s'était passé. Cela s'est produit alors que la Russie était censée être en état d'alerte maximale. Elle venait tout juste de subir l'opération Toile d'araignée, qui était de loin la plus grande et la plus dévastatrice attaque sur le sol russe depuis le début de la guerre. Logiquement, les services de renseignement du pays auraient dû tout faire pour recueillir des informations et mettre en place les défenses nécessaires afin de prévenir ou au moins de minimiser les dégâts de toute frappe ultérieure. Une fois de plus, le renseignement russe s'est montré insuffisant. À part quelques bunkers basiques construits sur des aérodromes existants, le Kremlin semblait avoir fait très peu pour protéger ses actifs contre d'autres dommages. Et l'Ukraine en a pleinement profité, aggravant la misère estivale de la Russie. Poutine semblait avoir espéré que sa grande offensive estivale suffirait à briser le moral de l'Ukraine une bonne fois pour toutes, afin d'accélérer les gains russes sur le terrain, et peut-être même aboutir à une sorte de victoire rapide et miraculeuse d'ici la fin de l'année. Mais de toute évidence, cela n'arrive pas. L'offensive estivale russe échoue. Bien que le pays
et de gagner un peu de terrain ici et là, il continue d'avancer à un rythme d'escargot dans de nombreuses régions. Il n'a réussi que récemment à prendre la dernière parcelle de Louhansk, malgré le fait qu'il contrôle la grande majorité de la région depuis plusieurs années. Et il peine toujours dans des zones âprement disputées comme Donetsk, gaspillant des semaines à ne prendre que de petites localités, et des bandes de terre relativement insignifiantes. Alors que les forces ukrainiennes s'installent dans des zones plus importantes comme les villes de Pokrovsk et Siversk, la Russie continue également de perdre à un rythme stupéfiant, aussi bien des hommes que du matériel militaire. Elle a subi des pertes records en 2025, avec le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Sersky, ayant récemment annoncé que plus de 33 000 militaires russes ont été éliminés rien qu'en juillet. En publiant sur X, Sersky a déclaré que les guerriers ukrainiens détruisaient sans relâche l'ennemi, rapprochant ainsi une paix juste pour l'Ukraine. Rien qu'en juillet, les pertes des occupants en personnel ont dépassé 33 000 personnes, soit 33 220. Je remercie les défenseurs, hommes et femmes, pour leur travail de combat professionnel et courageux. La lutte continue. Gloire à l'Ukraine! L'état-major général de l'Ukraine a également signalé que les pertes russes atteignaient des pics d'environ 1000 soldats par jour ces dernières semaines. Cela montre à quel point la Russie jette simplement des corps dans la machine à broyer et le mépris total que Poutine a pour la vie de son peuple. Chacune de ces pertes, après tout, représente un être humain. Peut-être avec des parents, des enfants et des partenaires survivants qui les attendent chez eux. Tous forcés de souffrir dans le chagrin pour une guerre sans but clair et sans fin évidente en vue. De multiples sources occidentales ont confirmé que la Russie a subi plus d'1 million de pertes depuis le début de la guerre, dont environ la moitié ont été tuées ou blessées si gravement qu'elles ne pourront pas retourner sur le front. Et tandis que Poutine intensifie les campagnes de recrutement et utilise tous les moyens nécessaires pour reconstituer ses rangs, il se soucie manifestement peu du sort et des perspectives du soldat russe moyen. Le dirigeant du Kremlin a récemment fait une déclaration extraordinaire, affirmant qu'aucun de ses soldats n'était mort en vain, et que chaque soldat tombé était mort pour une cause. Et il a ajouté: ce sont ces personnes qui ont créé les conditions permettant à ceux qui sont aujourd'hui dans les rangs d'avancer. En ce sens, aucune de nos pertes n'a été vaine. C'est une affirmation audacieuse à faire. Surtout qu'il existe des centaines d'exemples de soldats russes mourant littéralement ou souffrant inutilement à cause de l'imprudence et de l'incompétence de leurs commandants. Par exemple, cette chaîne a rapporté de nombreux cas où la Russie a accidentellement bombardé son propre territoire et sa propre population, souvent à cause de systèmes de guidage défectueux ou mal conçus. Il y a eu d'innombrables rapports de troupes russes envoyées au combat sans formation suffisante ni équipement, jetées dans le feu des lignes de front avec presque aucune chance de survie. Il y a aussi tous les migrants d'Asie centrale envoyés de force sur les lignes de front et utilisés comme de la simple chair à canon, ainsi que les soldats forcés d'entrer dans ce qu'on appelle des pièges mortels. Les chars T-72 qui sont facilement ciblés et détruits en raison d'un défaut de conception inhérent à leur système de chargement automatique. Ou ceux qu'on oblige à piloter des chars datant de l'époque soviétique, vieux de plusieurs décennies, dont beaucoup sont rouillés, en train de tomber en morceaux et totalement inadaptés aux situations militaires actuelles. Alors que Poutine persiste avec sa propagande, les faits sont clairs comme de l'eau de roche. Des milliers de soldats russes sont absolument morts en vain, peu importe ce que dit leur président. Le pays a également subi des pertes considérables, non seulement en personnel, mais aussi en équipement. Les dizaines de chasseurs, bombardiers et hélicoptères détruits lors des frappes de drones ukrainiens ont déjà été évoqués ici. Mais il y a également eu des milliers de chars et de véhicules blindés détruits, des centaines de postes de commandement, d'unités d'artillerie et de systèmes de missiles solaires, des dizaines de brouilleurs, de systèmes de guerre électroniques et de stations radars, ainsi que des milliers et des milliers de drones et de missiles également. Toutes ces pertes s'additionnent. Toutes ces pertes affectent le moral de la Russie, son arsenal militaire et son économie, qui sombrent de plus en plus dans un état de crise totale. Plus tôt cette année, par exemple, Sersky a rapporté que les attaques de drones ukrainiens, en profondeur, avaient infligé plus de 10 milliards de dollars de dégâts au secteur industriel russe. Et cela ne prend en compte que les attaques survenues entre janvier et mai 2025. Il y a eu d'autres frappes réussies depuis lors, infligeant des pertes encore plus lourdes au Kremlin, sans parler de toutes les attaques de première ligne, des contre-attaques, des frappes d'artillerie, et ainsi de suite. Bien sûr, l'Ukraine subit aussi des pertes, mais elle inflige également de lourds dégâts à la Russie en retour. Ses forces démontrent toujours une détermination, une résilience et une adaptabilité exceptionnelles.
Ils s'adaptent intelligemment aux conditions dynamiques de cette guerre et continuent de frapper la Russie de manière efficace et percutante, encore et encore. Vous pouvez maintenant en apprendre encore plus sur les succès récents de l'Ukraine dans nos vidéos, en découvrant sa défense impénétrable de Touretsk dans la région de Donetsk, et notre analyse de certaines des armes et tactiques les plus inhabituelles mais efficaces que le pays a utilisées pour surprendre la Russie. Pour une vue d'ensemble plus complète de la guerre, vous pourriez aussi voir comment la Pologne renforce ses frontières, envoyant un message clair au Kremlin de garder ses distances. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne de confiance, afin d'être parmi les premiers à connaître les derniers développements importants en provenance du front ukrainien et d'ailleurs.